Pendant que la technique se met en place, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Pascal Lafourcade, je suis enseignant-chercheur à Clermont-Ferrand, à l'université de Clermont-Ferrand, et je travaille au LIMOS, le laboratoire d'informatique de Clermont-Ferrand, dans lequel je fais ma recherche en sécurité informatique. Et ce soir, je vais venir vous parler de blockchain. Donc, avec 4 collègues, nous avons écrit un livre, et donc je vais vous raconter quelques petits bouts de ce livre. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a un livre qui s'appelle La blockchain en 50 questions aux éditions Duno, que j'ai coécrit avec Jean-Guillaume Dumas, Ariane Tichit, qui est une économiste, et Sébastien Varette, qui est au Luxembourg et qui travaille en sécurité aussi. Donc voilà. Tous les accents ont sauté dans ta superbe technique, merci. Mais c'est pas très grave. Oui. Donc les fautes d'orthographe, c'est le monsieur. J'y suis pour rien. Donc on va faire avec. Hein. Il y a pas tant de fautes, mais il y en aura partout. Du coup, je suis navré. Mais voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi la révolution blockchain. Qui n'a jamais entendu parler de blockchain? Très bien. Qui n'a jamais entendu parler de Bitcoin? Ok, donc vous avez tous entendu parler de Bitcoin. Donc je vais d'abord commencer par vous expliquer comment fonctionne blockchain et après vous expliquer comment à partir Bitcoin, comment à partir de Bitcoin, on va pouvoir déduire ce que c'est la technologie blockchain. S'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à poser des questions plutôt que de me regarder avec des yeux ronds et voilà, je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Mais il y a quand même des choses un peu techniques derrière, donc il se peut que des fois ça soit un peu compliqué, surtout pour les jeunes. Ça ressemble pas du tout à ça, mais c'est pas grave, espérons que ça soit juste la première blague. Donc on va parler de monnaie, de Bitcoin, et après de blockchain. Alors, qu'est-ce que la monnaie? Désolé pour les fautes. Ça a été inventé par les Sumériens en 3500 ans avant Jésus-Christ, et ils travaillaient la monnaie, c'était des tablettes, comme ça vous voyez ici, et ça servait à l'époque, on faisait du troc. Donc, je vais te donner 3 moutons contre 4 brebis ou contre 3 noix de coco ou ce que vous voulez. Et en fait, on notait ça sur des tablettes pour représenter ce qu'on avait fait comme échange. Et c'était les prémices de la monnaie. Alors, la monnaie, ça va avoir 3 propriétés importantes qui vont intéresser les économistes. Donc, ça va être un moyen pour permettre des échanges entre les gens. Le deuxième, ça va être une réserve de valeur. Parce que en fait, la monnaie, elle périme pas. Contrairement au lait, au yaourt, etc., les produits vont périmer, alors que les pièces, elles vont pas périmer. Donc, ça va permettre d'avoir une réserve de valeur par rapport à ce qu'on a pu vendre. Je vous ai donné un chameau, vous n'aviez pas de quoi me donner du lait, ben vous allez me donner du lait tous les mois, on va le noter, ça sera une réserve de valeur et j'aurai des pièces à la place de ces produits. Et ça permet aussi de faire des comptes pour pouvoir tenir à jour ces comptes. Donc ça, c'est des propriétés de la monnaie que vous servez tous les jours et qui marchent assez bien. Donc, pour les moins jeunes, il n'y a pas que l'euro, il y avait plein d'autres monnaies en Europe, et dans le monde, il y a plein de monnaies différentes. Donc, on a le dollar, le yen, et plein de pays ont des monnaies différentes. Donc là, j'ai mis quelques billets, et vous connaissez des billets et des pièces pour pouvoir utiliser la monnaie. Alors, les gens sont intéressés à avoir une monnaie dématérialisée. Et donc, les premiers qui ont fait ça, c'est dans les années 80, David Chaum, un chercheur, a proposé une monnaie décentralisée. Par contre, cette monnaie est décentralisée et a besoin d'une banque. Donc, on a une banque qui va vous donner des pièces à des utilisateurs. Une fois que les utilisateurs ont des pièces, ils peuvent se les échanger. Et la personne qui a reçu les pièces, donc ici Alice, si elle veut les réutiliser, elle est obligée de les renvoyer à la banque pour que la banque lui renvoie des pièces. Pourquoi on fait ça? Pour éviter qu'il y ait un problème de double dépense. Parce qu'une fois que les monnaies et les pièces sont dématérialisées, c'est des fichiers sur vos ordinateurs. Et copier un fichier sur votre ordinateur, c'est très simple. Avec un fichier, vous pouvez en faire 2, 3, 4. Donc si vous avez des pièces dématérialisées, vous allez pouvoir les dupliquer autant que vous voulez. Et on veut éviter que vous dépensiez 2 fois la même pièce. Alors vous, ça vous intéresserait peut-être, mais si tout le monde faisait ça, les pièces auraient plus de valeur. Donc pour faire ça, vous êtes obligé de repasser par la banque. Et donc ce système existait dans les années 80. Voilà. Donc c'est ce monsieur, David Chaum, qui a inventé ça en 88. Et donc ces pièces avaient plein de propriétés intéressantes. Par contre, en 88, c'était ça l'état d'Internet. Donc on se servait de téléphone comme ça c'était les ordinateurs et c'était les prémices d'Internet. Le premier
réseau Internet a été inventé dans les années 80. Et vous ne saviez peut-être pas ce que c'était à l'époque. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, bien entendu. Et donc, du coup, on n'était pas connectés tout le temps. Donc, c'était un peu compliqué que son idée puisse exister. Il a créé une société qui s'appelait DigiCash. Et 3 ans après, elle a fait faillite. Parce que personne n'était prêt pour faire ce saut technologique. À l'heure actuelle, tout le monde a des smartphones, tout le monde a Internet, tout le monde sait s'en servir. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, ce qu'on va vouloir pour une propriété de monnaie dématérialisée, c'est que vous puissiez pas la forger vous-même. Donc, qu'elle soit infalsifiable. Que vous puissiez pas faire des pièces vous-même chez vous. C'est ce qui est le cas à l'heure actuelle pour la vraie monnaie. Vous voulez pas faire des billets ou des pièces chez vous. Sinon, c'est de la fausse monnaie et c'est répréhensible par la loi. Donc, on veut cette propriété aussi pour les pièces électroniques qu'on va se servir. La deuxième propriété, c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est le problème de la double dépense. Vous voulez pas que la même pièce vous permette d'acheter des pommes chez un supermarché et des bananes dans un autre. Parce que sinon, il y en a un des deux qui va pas être payé. Parce qu'une fois que vous allez repasser par la banque, ici, on va lui dire oui, c'est bon, la pièce est valide. Par contre, ici, non, la pièce n'est pas valide. Parce qu'elle a déjà été dépensée. Donc, en repassant par la banque, on peut avoir cette propriété d'éviter la double dépense. Et c'est parce qu'on passe par la banque qu'on a cette propriété. C'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'était le système des années 80. Et bien entendu, on va pouvoir identifier le fraudeur. On va dire, lui, il a volé la pièce à quelqu'un, donc c'est pas bon, etc., etc. Donc ça, c'est des propriétés très intéressantes qu'on va vouloir avoir. On va vouloir avoir des propriétés de respect de l'anonymat. Donc un respect d'anonymat faible, ça va être ne pas pouvoir identifier qui a acheté le produit. Et un anonymat plus fort, c'est-à-dire ne pas pouvoir être capable de tracer qui a utilisé une pièce. Alors, c'est pas exactement la même chose. D'un côté, on veut trouver l'identité de la personne qui a acheté des bananes ou des pommes. De l'autre côté, pour la traçabilité, on veut faire en sorte de ne pas être capable de savoir qui a acheté des bananes, des bandes dessinées la veille et du jus de fruits 2 jours avant. Parce que peut-être qu'on ne sait pas l'identité de la personne, mais on peut savoir retracer tous les achats qu'a fait une même personne, sans trouver son identité. Donc, on va vouloir des propriétés d'anonymat avec des pièces dématérialisées. Avec des pièces de monnaie, vous avez déjà l'anonymat. Si vous payez qu'avec des pièces, toutes les pièces sont indistinguables. Par contre, si vous payez avec des billets, en théorie, on pourrait vous tracer. Parce que chaque billet a un numéro de série, et on pourrait savoir que ce billet est passé de telle personne à telle personne, de tel magasin à tel magasin. Donc on a déjà ces propriétés qui existent physiquement, et on voudrait bien sûr les avoir électroniquement. Donc, la révolution, c'est Bitcoin. 2009, inventé par Satoshi Nakamoto. Alors, c'est pas sa photo, parce qu'on ne sait pas qui c'est. C'est une personne dont on ne connaît pas l'identité. Beaucoup de gens voudraient connaître son identité, mais on ne sait pas qui c'est. Ça, c'est la photo du japonais qui s'appelle Satoshi Nakamoto, mais qui n'est pas l'inventeur de Bitcoin, qui était un pauvre retraité japonais qui était chez lui, qui un jour a vu débarquer des camions et des camions de médias, la police, et tout le monde lui a dit « Vous êtes Satoshi Nakamoto et on va vouloir vous arrêter ». Mais le monsieur avait strictement rien fait et il savait pas ce qu'il y arrivait. Donc Satoshi Nakamoto, c'est un pseudo et on ne sait pas qui se cache derrière, si c'est une personne, un groupement de personnes qui a inventé Bitcoin. Donc le symbole de Bitcoin, c'est ici, c'est un B. Et Bitcoin, c'est une monnaie. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette monnaie d'extraordinaire? C'est qu'elle est décentralisée. On n'a plus besoin de l'autorité centrale qu'est la banque. Donc on va faire exactement tout ce que j'ai dit avant sans la banque. Mais comment on fait pour faire ça sans la banque? Et c'est ça qui était la révolution. Depuis les années 80, les chercheurs cherchaient à faire ça, et c'est la première fois qu'on a pu faire ça. Donc j'ai essayé de vous convaincre que c'est possible de faire la même chose sans autorité centrale. Alors vous imaginez bien que les banquiers ont un peu peur quand même. On ne va plus avoir besoin de vous. On va se passer de la banque pour générer de la monnaie. Donc c'est une vraie révolution. La crypto-monnaie Bitcoin est aussi distribuée. Donc ça veut dire quoi? Que toutes les transactions qui sont effectuées, pour le moment, elles sont toutes à la banque. Ici, toutes les transactions qui sont effectuées avec du Bitcoin sont distribuées parmi tous les utilisateurs de Bitcoin. Donc tout le monde aura une copie de toutes les transactions qui ont été faites en Bitcoin.
Donc toutes les transactions sont publiques et distribuées parmi tous les utilisateurs. C'est un vrai avantage, c'est que si vous voulez fermer Bitcoin, arrêter la monnaie, mais il faudra arrêter tous ses utilisateurs. Et comme il y en a vraiment beaucoup, ça va pas être possible. Alors que si vous avez une monnaie qui est faite dans un garage par quelqu'un, ben ça va être très facile, vous allez dans son garage, vous fermez son ordinateur, et c'est plus possible. Là, ça va être très compliqué à arrêter. Donc voilà. Donc ça va utiliser de la cryptographie, donc je vais essayer de vous faire une initiation en quelques minutes à la cryptographie pour que vous compreniez les mécanismes sous-jacents à Bitcoin. Et je vais d'abord commencer par vous dire qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. La monnaie a été conçue pour qu'il n'y ait que 21 millions de Bitcoin au total. On en a à peu près trouvé pour le moment la moitié. On a trouvé plus de la moitié des Bitcoins. Et il en reste à découvrir. Alors, comme c'est distribué, j'ai dit que ça pourrait pas être arrêté. Donc ça va être inarrêtable. Et infalsifiable, parce que ça marche sur une technologie qu'on appelle la blockchain, donc la chaîne de blocs. Parce que Bitcoin, ça fonctionne comme ça. On va avoir des transactions qui vont être validées entre les utilisateurs. Et ces transactions vont être chaînées les unes avec les autres. Donc ici, on voit les blocs noirs qui vont être chaînés les unes avec les autres. Donc on va avoir un historique où une transaction dépend de toutes les transactions d'avant. Parce que dès qu'il y a une nouvelle transaction, on l'attache à toutes les transactions d'avant. D'où l'idée de blockchain, donc de chaîne de blocs, parce qu'on a des blocs qui sont chaînés les uns aux autres, reliés les uns aux autres. Donc je vais vous expliquer comment marche ce chaînage entre chaque bloc. C'est bon pour le moment? Parfait. Alors, comme je l'ai dit, tout le monde a une copie de tout, et du coup, c'est auditable. On peut auditer tout ce qui va se passer sur la blockchain et tout ce qui s'est passé. Donc on va pouvoir savoir quel numéro de compte a acheté quoi. En Bitcoin, c'est possible d'auditer qui a fait quoi. Que tel compte a donné autant d'argent à un autre compte. On ne connaît pas les identités, mais on connaît les numéros de compte. Alors, on a la monnaie 1 Bitcoin, et on a des unités de monnaie qui peuvent aller jusqu'à la plus petite, qui est ici le Satoshi. Donc c'est 0,00001. Donc on peut aller très très loin dans les décimales. Alors, au début de Bitcoin, je crois que c'est la 3e transaction, quelqu'un a acheté une pizza pour 25 bitcoins. À l'époque, 25 bitcoins, c'était une pizza, il y avait un commerçant qui avait bien voulu vendre une pizza pour 25 bitcoins. Je vais vous montrer le cours du bitcoin tout à l'heure. Je crois que c'est 10 000 € le bitcoin, donc ça fait cher la pizza. Donc ça, c'est juste parce que le cours du bitcoin a flambé ces dernières années, vous avez tous entendu parler à cause de cette inflation galopante. Donc voici le cours du Bitcoin. Donc en 2009, quand ça a été créé, c'est resté à peu près proche de zéro, pas grand-chose, jusqu'en 2013. Et en 2013, il y a un premier pic et on est monté à 500 € pour Bitcoin. Très bien. Et la grand pic, c'est en 2017, fin janvier 2017, c'est monté jusqu'à plus de 15 000 € avant Noël pour un Bitcoin. Donc vous imaginiez si vous aviez acheté des Bitcoins en 2010 ou en 2011 pour quelques dizaines, voire centaines d'euros, vous aviez quelques milliers de Bitcoins. En 2018, vous étiez milliardaire. Beaucoup de gens ont acheté des Bitcoins, ils les ont perdus. Je connais des gens qui ont acheté des Bitcoins en 2009. C'était dématérialisé, ils les avaient sur leur disque dur. Et un jour, ils avaient besoin de place, donc ils ont formaté leur disque dur. Ben là, il n'y a plus rien. Hein. Voilà. Ils avaient acheté 100 bitcoins. Et ben ils les ont plus. Donc on a perdu 100 bitcoins, ils ont perdu 100 bitcoins. Donc voilà. À l'époque, ils avaient perdu 20 €, c'est pas très grave. Le 1er janvier 2018, je pense qu'ils ont perdu 1,5 million. C'est pas exactement la même. Donc après cette courbe que tous les analystes financiers ne comprennent toujours pas, hein, ça a explosé. Il y a eu le crack, ça a redescendu. Et puis maintenant, ça fluctue. C'est redescendu il y a quelques temps. Et là, c'est en train de remonter. Alors ça, je sais pas l'expliquer. C'est l'offre et la demande. Donc, pour moi, c'est des choses qui me dépassent. Moi, j'ai essayé de vous expliquer ce que c'est un Bitcoin. Après, que le cours flambe ou pas, je ne comprends rien. Et je ne sais pas ce qui va venir. Donc, je peux pas vous dire d'investir ou pas.
prenez juste votre responsabilité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous effacez votre disque dur, si vous le perdez, s'il crache, vous avez tout perdu. Donc je vous conseille d'avoir des sauvegardes, des copies, etc., etc. Oui? Oui? Ah oui, ceux qui sont perdus à jamais. Et on va comprendre pourquoi dans la suite, j'espère. Donc voilà, ceux-là, ils sont perdus, donc il y en aura 21 000 comptes, moins de tous qui ont été perdus. Pour le moment, on estime qu'il y a entre 10 et 15% qui ont été perdus depuis la création. C'est la même chose avec les pièces et les billets. Entre ceux qui passent à la machine à laver, qui tombent dans les égouts, qui sont brûlés, qui sont broyés, etc., on en perd tous les jours aussi de la monnaie physique. Donc c'est pas un problème. Voilà. Donc on va comprendre aussi pourquoi on peut pas refaire des bitcoins. Mais bon, voilà. Donc plus ça va aller, plus ça va être rare, donc plus ça va être cher. Et donc le coût risque de monter, mais c'est pas sûr. Hein. Alors pour ça, on a besoin de comprendre quelques mécanismes de sécurité et de cryptographie. Alors, on a deux types de chiffrement en sécurité. Un chiffrement symétrique, où, pour chiffrer, donc j'ai représenté par mettre un cadenas sur mon message, il me faut la même clé. Donc on appelle ça un chiffrement symétrique. Donc vous prenez un cadenas, vous mettez sur un coffre, vous l'envoyez, et la personne à qui vous l'envoyez a la même clé qui vous a servi à fermer le cadenas. Donc ça, c'est le chiffrement symétrique. Il existe un deuxième chiffrement qui a été inventé en 1976, qui est le chiffrement à clé publique ou le chiffrement asymétrique. Cette fois-ci, je distribue à tous les gens ma clé publique. Donc ma clé publique est sur mon site web. Toutes les personnes peuvent prendre cette clé publique pour m'envoyer un message chiffré. Par contre, il n'y a que moi qui suis capable de le déchiffrer. Donc ça correspond comme si je distribuais à toute la Terre entière des cadenas ouverts. Tout le monde peut écrire un message, le mettre dans le coffre et le fermer avec son cadenas. Et il n'y a que moi qui ai la clé pour ouvrir le cadenas. Donc c'est ça le mécanisme de chiffrement à clé publique. Et Bitcoin utilise un mécanisme à chiffrement à clé publique. C'est bon pour tout le monde? Donc c'est fait avec des formules mathématiques barbares que j'ai mis en bas, mais je vais pas rentrer dans les détails ce soir. On a besoin d'un autre mécanisme qui est le mécanisme signature. Donc la signature, vous connaissez tous, parce que ça a été inventé il y a très longtemps, les rois s'en servaient déjà. Donc pour signer une lettre, le roi a posé son sceau, et tout le monde pouvait vérifier que c'était bien le sceau du roi, donc du coup, que c'est bien le roi qui avait écrit la lettre. Vous avez fait la même chose quand vous signez un chèque, tout le monde vérifie que c'est bien vous qui avez signé, etc., etc. Eh bien, il existe des mécanismes qui font la même chose en cryptographie, des mécanismes de signature. Donc vous avez une clé secrète qui vous permet de signer, comme le sceau du roi, et tout le monde est capable de vérifier que c'est bien vous, possesseur de la clé secrète, qui avez signé ce message. Ça va? Parfait. Presque fini, il me reste encore une chose à vous expliquer en cryptographie. Ce sont des fonctions de hachage. Alors j'ai mis les noms des fonctions de hachage qui sont utilisées couramment. Donc une fonction de hachage, on peut voir ça comme une fonction qui, à partir de n'importe quel être humain, renvoie son empreinte digitale. Donc ça va être le résultat de la fonction de hachage. Quelles propriétés on va vouloir avoir sur ces fonctions de hachage? Si à partir d'une empreinte digitale, vous n'êtes pas capable de retrouver un individu, c'est quelque chose de difficile. C'est le cas, hein. À partir d'une empreinte digitale, si elle n'est pas dans les bases de données de la police, on ne peut pas retrouver un individu. C'est difficile parce qu'il y en a tellement. Deuxième chose, seconde préimage résistante. À partir d'une empreinte et d'une personne, il est difficile de construire une deuxième personne différente de la première qui a la même empreinte. Ça, c'est un problème qui est difficile. Et dernièrement, à partir de rien, il est difficile de créer deux personnes qui ont la même empreinte. Et donc, il existe des fonctions qui ont ces propriétés-là, qui prennent n'importe quel message et qui vous rendent un haché, c'est-à-dire une sorte d'empreinte du message. Et pour tout message, les deux empreintes sont différentes. Ça va? Voilà. Bon, avec ça, on va pouvoir faire Bitcoin. Donc, ces mécanismes cryptographiques ont été inventés, ces concepts ont été inventés dans les années 70-80. Donc, on aurait pu trouver Bitcoin à cette époque-là. Mais il a fallu attendre 2009 pour que les chercheurs soient capables d'inventer ces mécanismes distribués, décentralisés. Alors, un nombre fini de Bitcoin, et on va comprendre pourquoi tout à l'heure.
Les transactions utilisent une infrastructure à clé publique, public key infrastructure ici, et le numéro de votre compte Bitcoin, c'est quoi? Donc c'est cette formule barbare. Donc ça c'est juste ECDSA, c'est une clé publique, comme on a vu tout à l'heure, un cadenas ouvert que je peux donner à tout le monde. Donc c'est cette clé publique qui est passée dans 2 fonctions de hachage. Juste pour qu'elle ait une taille plus petite, c'est tout. Et donc ça, c'est votre numéro de compte. Donc générer des clés publiques, c'est super simple. Vous tapez une commande sur votre ordinateur, ça vous en génère une. Donc vous pouvez générer autant de comptes que vous voulez, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Ouvrir un compte Bitcoin, ça me prend juste 3 minutes sur votre ordinateur. Donc vous pouvez avoir autant de comptes Bitcoin que vous voulez. Par contre, il ne faut pas perdre les clés secrètes associées. Parce qu'il y a une clé publique, mais il y a la clé pour l'ouvrir. Et si vous perdez la clé pour l'ouvrir, ben, ça sert à rien d'avoir un compte où on va vous mettre de l'argent et vous n'allez pas pouvoir dépenser l'argent. Donc pour dépenser l'argent, il va falloir avoir la clé secrète. En Bitcoin, toutes vos transactions vont être publiques. Donc tout ce que vous allez faire, ça va être écrit dans un grand livre de compte qui est la blockchain. Alors, on va voir comment Alice peut donner 12 345 Satoshi à Bob. Le jour où j'ai fait les slides, il y a à peu près 5 ans, ça valait 5 centimes. Maintenant, ça vaut beaucoup plus. Mais bon, ça dépend du cours du Bitcoin. Alors, comment fait Alice? On a dit que ça devait être chaîné par rapport aux transactions d'avant. Donc, elle prend le haché, l'application d'une fonction de hachage sur l'ensemble des transactions avant. Donc, c'est le bloc précédent de transaction ici. Elle prend le montant qu'elle veut donner, 12 345. Et la clé de la personne à qui elle veut donner ça, et elle passe ça dans une fonction de hachage. Le résultat de cette fonction de hachage, elle le signe avec sa clé secrète. Et ça forme une transaction qui prouve que la personne qui a la clé secrète, ici, Alice, a bien donné 12 345 à la personne qui est Bob. Comme Bob a la clé ici, il va pouvoir après refaire la même chose de l'autre côté et les redépenser. Donc ceci est une transaction Bitcoin. Donc c'est juste l'application de ces primitives cryptographiques qui permettent de faire des transactions. Donc une fois que vous avez reçu des bitcoins, vous avez des pièces ici. Donc j'ai mis mon porte-monnaie avec les pièces bitcoin. 6, 11, 12, 13, 11, 6, 8. Et je veux donner 18 bitcoins à quelqu'un. J'ai pas de pièces de 18. Mais comment vous faites quand vous n'avez pas de pièces de 18? Ben vous prenez les pièces qui correspondent. Donc ici j'ai décidé de prendre la pièce de 11 et la pièce de 8, parce que ça a aussi changé tous mes dessins. Donc vous inquiétez pas. Voilà. La pièce de 11 et la pièce de 8. Ça me fait 19. Donc je donne 18 à la personne et je me rends la monnaie à moi-même. Comme c'est dématérialisé, vous pouvez couper n'importe quelle pièce à n'importe quelle taille. Donc du coup, vous donnez 18 à quelqu'un et ce qu'il y a en trop, vous le redonnez à vous-même. Donc vous vous rendez la monnaie à vous-même. Et comme ça, vous pouvez faire toutes les transactions que vous voulez. Alors, vous avez peut-être entendu que les gens qui produisaient les bitcoins, on appelle ça des mineurs. Donc maintenant, une fois que je vous ai expliqué comment on s'échangeait des bitcoins, je vais essayer de vous expliquer comment on trouve des bitcoins. Mais c'est exactement comme Donald ici. On va chercher une pépite d'or. Donc toutes les 10 minutes, on vous met un grand tas de terre dans lequel il y a une pépite d'or. Et tous les gens dans la salle ont des pelles et des pioches. Le premier qui trouve, il a gagné la pépite d'or et elle disparaît pour le tas, pour tout le monde. Et on remet un tas de sable dans lequel il y a une nouvelle pépite d'or. Donc voilà comment ça marche. Alors c'est pas du sable et des pépites d'or, c'est des calculs à faire avec des ordinateurs. Donc au lieu d'avoir des pelles, vous allez acheter plein d'ordinateurs. Voilà. Donc là, c'est des fermes de Bitcoin au début, où les gens achetaient plein d'ordinateurs pour faire plein de calculs. Donc là, c'est comme s'ils avaient plein de pioches et de pelles pour creuser plus vite, pour faire de plus en plus de calculs. C'est bon? Alors, comment on fait ces calculs? À quoi servent ces calculs? Alors, le calcul, ça s'appelle résoudre un objectif de hachage. Ça veut dire trouver un nombre qui satisfait une propriété mathématique, que je vais expliquer dans le prochain slide. Et à chaque fois que vous trouvez ce nombre, donc la pépite dans le tas de sable, vous gagnez 50 bitcoins. Vous êtes motivé du coup pour creuser.
Par contre, tous les 210 000 pépites trouvées, on divise la récompense par 2. Donc au début, vous gagnez 50 bitcoins. Après, vous gagnez 25 bitcoins. Après, 12,5. Après, 6, 25, etc., etc. Et donc, ça va faire que descendre. C'est pour ça qu'à un moment, il y aura plus de bitcoins qui vont être créés, parce qu'on n'aura plus, quand on atteindra le dernier Satoshi, il y aura plus de bitcoins qui seront générés à chaque fois qu'on trouve une pépite. Il y aura toujours des pépites à trouver, mais elles n'apporteront plus d'argent. On va voir pourquoi ça va être intéressant d'avoir des pépites à trouver tout le temps. Donc, il y avait une jolie formule mathématique qui ne ressemble plus à rien, qui disait ça, mais voilà. Est-ce que c'est bon pour... Tout le monde a compris pourquoi il n'y avait plus que 21 millions de bitcoins? Ça va? Parce qu'à chaque fois qu'on en crée 50 et ça divise par 2, et puis à un moment, on va plus pouvoir diviser, donc on en créera plus. C'est bon? C'est fait exprès cette règle, et ça a été introduit par Satoshi Nakamoto, celui qui a inventé Bitcoin. Alors, il y a des gens qui ont dit c'est pas bien. Vous avez peut-être entendu parler d'Ethereum, une autre crypto-monnaie, qui a dit non, on divise par 2, on donne toujours 50. Donc si vous donnez toujours 50, il y aura une création perpétuelle de monnaie. Donc il y aura un nombre infini de monnaies. Bah, du coup, il y aura toujours l'inflation. Donc c'est un choix. Les deux se respectent. Bitcoin, il y en aura 21 millions. Ethereum, il y en aura une infinité. Donc voilà. C'est pas très dur à changer, mais maintenant que c'est fait, ça reste comme ça. Alors, comment trouver cette pépite? Pour trouver une pépite, il faut trouver un nombre tel que. Vous prenez toutes les transactions d'avant et un nombre que vous tirez au hasard, de telle sorte que quand vous le hachez 2 fois, vous obtenez un nombre qui a beaucoup de zéros au début. À l'heure actuelle, c'est avoir 18 zéros au début. Donc ce que vous faites, prenez 1. Vous prenez la valeur des transactions qui ont été faites dans la pièce, et vous les hachez 2 fois et vous regardez le résultat. Ça commence pas par 18 zéros. Vous recommencez avec 2. Vous refaites ce calcul, ça commence pas par 18 zéros. Vous faites avec 3. Ainsi de suite. Vous faites jusqu'à ce que vous trouviez un n qui est la bonne propriété, c'est-à-dire que quand vous l'avez haché 2 fois, vous obtenez plus de 18 zéros. Donc si vous trouvez ce nombre, vous avez gagné 6,25 bitcoins. Donc les ordinateurs que j'ai montrés tout à l'heure, ils font juste ces calculs. Ils calculent intensément 2 fois le haché avec des nombres. Dès qu'il y en a un qui a trouvé, il le crie à tout le monde et tout le monde arrête de chercher et on passe au deuxième tas de sable. Donc on passe à un autre ensemble de transactions et on recherche le même nombre. Donc voilà comment fonctionne Bitcoin. Pour créer des pièces, on cherche un nombre qui a une propriété mathématique. C'est bon pour tout le monde? Voilà le fonctionnement de Bitcoin. Et donc c'est ça. C'est juste bête et méchant. Vous faites des calculs, et des calculs, et des calculs, qui n'apportent rien. Mais vous faites des calculs. Et celui qui calcule le plus vite, il va trouver le plus vite. Donc c'est la même chose qu'au Far West, quand celui qui avait une pelle et une pioche, et qu'un jour il y a quelqu'un qui vient avec un bulldozer. Et bien, celui qui va aller le bulldozer, il va aller beaucoup plus vite que celui qui a la pelle et pioche pour trouver la pépite. Et bien là, c'est la même chose. Celui qui a un ordinateur plus puissant, il va creuser plus vite. Du coup, il va plus de chances de trouver des bitcoins. Oui? Transaction, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai donné 1200 Satoshi à Alice. Et donc, tout ce qui se passe, pour le valider, il faut que ça soit inscrit dans la blockchain, donc haché par quelqu'un. Et ça inscrit dans le registre distribué la transaction que vous avez faite là. Tant que quelqu'un n'a pas trouvé ce nombre avec la transaction ici, ma transaction n'est pas valable. Elle n'existe pas. Elle n'est pas validée. Elle n'est pas inscrite dans la blockchain. Elle n'est pas écrite dans la blockchain. Vous l'avez reçue, mais vous n'êtes pas sûr que cette pièce n'a pas été dépensée ailleurs. Voilà. Donc, oui, il y avait une autre question? Oui? Exactement. Donc je vais y revenir tout à l'heure.
Et on va voir qui, à l'heure actuelle, mine des bitcoins. Et qui a la puissance de calcul. Donc c'est eux qui ont la plus grande puissance de calcul, c'est eux qui ont le plus la probabilité de gagner des bitcoins. Oui. Elle n'est pas validée tant qu'elle n'est pas inscrite dans la blockchain, c'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas ici. Alors on prend un risque. Dans Bitcoin, pour trouver ça, pour trouver une nouvelle pépite, c'est fait pour que ça dure 10 minutes. Donc vous allez dire, il faut attendre 10 minutes. Oui, il faut attendre 10 minutes. Mais peut-être que vous avez dépensé la pépite ici, et qu'en fait, on va partir sur une autre chaîne. Parce que dans Bitcoin, c'est la chaîne la plus longue. Si je reviens, si ça marche. Je reviens ici. Désolé. Donc voilà. Ici, je valide une transaction. Ici, vous êtes venu ici. Et là, vous venez là. Donc il y a les mêmes deux personnes qui ont trouvé un nom qui marche, différent. Mais ils ont validé des transactions différentes. Donc peut-être qu'ici, vous allez donner 10 bitcoins à quelqu'un, et vous allez peut-être donner 10 bitcoins à quelqu'un d'autre ici. Et donc en bitcoin, c'est la chaîne la plus longue qui gagne. Donc il faut attendre, on dit 6 validations de blocs pour être sûr que votre transaction elle est bonne. Parce que pour pouvoir réécrire 6 transactions, c'est compliqué. Et donc 6 transactions, c'est 1 heure. Donc en bitcoin, on estime qu'au bout d'1 heure, si votre transaction elle est bien dans la chaîne et qu'il y en a 6 autres après, votre transaction est valide. Ethereum, ils n'ont pas voulu prendre 10 minutes, ils ont pris 14 secondes. Et on estime qu'il faut 10 à 15 transactions pour Ethereum pour être validé. Donc le temps de validation est beaucoup plus rapide. D'autres questions? Très bien. Bon. Alors, Bitcoin, c'est pas anonyme. Des gens pensaient ça au début et se disent avec Bitcoin, on va pouvoir acheter plein de choses. Ben non, on peut vous retrouver puisqu'on sait qui a acheté quoi, quel numéro de compte a acheté quoi. Donc il suffit que vous dépensiez les sous en Bitcoin pour transférer dans une devise ou pour faire livrer quelque chose chez vous et on peut remonter jusqu'à vous. Donc les chercheurs sont amusés et ont créé 2 autres monnaies qui s'appellent Monero et Zcash, qui elles, cette fois-ci, sont 2 monnaies où vous êtes anonyme. On ne peut pas savoir qui a acheté quoi. Et donc là, vous ne pouvez plus être tracé dans ces 2 monnaies. Donc si vous voulez être anonyme et acheter des choses de manière anonyme, c'est Monero et Zcash qu'il faut utiliser. Donc un bloc 10 minutes et 1 mégaoctet ou 2 mégaoctets par transaction. Donc ça fait un nombre limité de transactions qui sont possibles à faire en Bitcoin. Donc pour éviter ça, il y a des gens qui ont voulu aller plus vite, donc Ethereum ils sont passés à 12 secondes et des techniques comme Lightning Network qui permettent d'accélérer le processus. Donc les chercheurs cherchent à accélérer ça parce que comparé à Visa et à Mastercard qui font plus de 1 million de transactions par seconde dans le monde, Bitcoin on en fait 14 par seconde à ce rythme-là. Donc vous voyez que ça ne va pas passer à l'échelle. Donc les chercheurs, on est tous en train de chercher comment passer à l'échelle avec un système comme ça. Bitcoin, c'est énergivore. Ça, c'est des fermes de calcul. Au début, j'ai montré des fermes de calcul artisanales dans les petits appartements. Les gens ont industrialisé ça et ont fait des fermes de serveurs. Et donc ça consomme beaucoup d'énergie. Environ la consommation d'Israël pour pouvoir faire tourner Bitcoin. Donc c'est très énergivore, ce qui est un gros défaut de Bitcoin. Et donc les chercheurs cherchent à accélérer et à améliorer ça. Ouais, ben voilà, c'était la courbe d'estimation en énergie, mais ça ressemble strictement à rien, donc on va passer. Ça marche. Donc ça, c'est ce que vous avez demandé tout à l'heure, c'est qui a la puissance de calcul? Eh ben voilà, 22% c'est BTC Coin, 14% c'est Antpool, ici c'est Slothpool, WinBTC, et je sais plus le nom ici. Et donc c'est des fermes de minage, des gens qui sont regroupés pour calculer ensemble et se répartir les nombres à chercher. Donc vous cherchez entre 1 et 10, vous entre 20 et 30, vous entre 30 et 40, comme ça on peut paralléliser le calcul. Et dès qu'il y en a un qui a trouvé, on se répartit les gains. Donc les 5 premières fermes ici sont toutes des fermes de minage chinoises. Donc Bitcoin, pour moi, est contrôlé par les Chinois.
vu qu'ils ont la puissance de calcul et qu'ils sont quasiment sûrs de pouvoir trouver à chaque fois. Alors ils ont été malins, parce qu'à une époque, là, il y a une ferme qui est montée jusqu'à 49%. Et si vous pensez qu'il y a une ferme qui peut avoir 51% de la puissance de calcul, ben elle peut faire ce qu'elle veut. Parce qu'elle va toujours trouver avant les autres, donc elle va pouvoir réécrire l'histoire. Donc Bitcoin ne marche que si personne n'a plus de 51% de la puissance de calcul. Ben quand ils sont arrivés à 48%, ils ont dit « Ouh, c'est dangereux. On va couper la ferme en deux. » Et donc ils ont coupé la ferme en deux. Voilà. Pendant 2 jours, ils ont arrêté, ils ont tracé une ligne, ça c'est à droite, ça c'est à gauche, et on va faire 2 sociétés. La société A et la société B. Et voilà. Et donc ici, on voit bien que Bitcoin est contrôlé par des fermes de minage chinoises. Alors pour conclure sur Bitcoin, il faut faire une preuve de travail, trouver un homme tel qu'il est une bonne propriété. Ça prend du temps. On récompense les mineurs, et miner c'est difficile et énergivore. C'est pour ça qu'on a dit miner comme les mineurs quand ils creusaient dans la mine, c'était plein d'énergie qu'il fallait dépenser pour rien. Donc les chercheurs cherchent à améliorer ça. Par contre, si vous avez des bitcoins, si vous perdez vos clés, vous avez tout perdu. Il n'y a pas un bouton, j'ai perdu mon mot de passe, on va m'en redonner un. Non, non, non. Vous n'avez que les yeux pour pleurer. Ok? Donc si vous achetez des bitcoins, très bien. Deuxième point. Il y a plein de sites internet qui vous proposent d'acheter des bitcoins. Mais réfléchissez un peu. Vous allez vous connecter sur ce site internet et vous allez dire, ah, je vais rentrer mon numéro de carte bleue et contre ça, on va me donner la clé secrète. Alors, s'il m'a donné la clé secrète, mais il a peut-être gardé une copie, en fait. Donc, ces sites-là, c'est pas bon. Ce que vous devez faire, c'est créer votre clé secrète vous-même sur votre ordinateur, envoyer au site où vous achetez votre clé publique, et que ce site public vous verse les bitcoins sur votre compte. Parce que sinon, c'est pas des bitcoins que vous avez. Vous avez des bitcoins, mais celui qui vous a vendu la clé secrète, il en a peut-être une copie. Il y a fort à parier. Il vous a peut-être même rien donné. Parce qu'il a peut-être juste donné un login et un mot de passe pour que vous vous connectiez sur un site web sur lequel vous voyez que vous avez acheté des bitcoins. Mais vous les avez pas, tant que vous les avez pas dépensés. Donc il faut être très vigilant à ce que vous achetez des bitcoins et comment vous achetez les bitcoins. Des questions? Très bien. Oui? Alors, les ordinateurs quantiques, j'espère en avoir un dans mon bureau, mais je pense que je serai mort avant que ça arrive. Ça vaut quelques milliards d'euros. Les grands États et les grands organismes de défense en ont acheté quelques-uns. Et on ne sait pas trop bien comment ça marche. Mais c'est pas encore près d'arriver. Il faut que nos amis physiciens travaillent pour nous permettre d'avoir des qubits. Donc, ces qubits, c'est les composants de base de l'ordinateur qui soient stables à même endroit et assez longtemps. Pour le moment, ils essayent, mais on n'est pas arrivé. Donc, on n'est pas à l'abri qu'ils y arrivent rapidement, mais ça peut prendre 50, 100 ou on ne sait pas combien de temps. Donc, pour le moment, l'ordinateur quantique, c'est un mythe. Il va peut-être arriver un jour, on verra bien. Oui? Alors, Google ne s'est pas intéressé du tout au Bitcoin. Voilà. IBM s'est pas intéressé au Bitcoin, mais s'est intéressé à la suite à la blockchain. Et donc IBM est le leader mondial de la blockchain. Donc merci pour la transition. Blockchain. Alors vous avez bien compris ce que c'est Bitcoin. C'est quoi? C'est ça. Ça, c'est un livre de compte. Papier, de je sais plus quelle époque. Eh bien, Bitcoin, c'est un grand livre de compte partagé par tout le monde. Où on a les transactions qui sont effectuées avec tout le monde et on assure que ce livre de compte est infalsifiable. Personne ne peut réécrire le passé. Donc c'est ça Bitcoin en fait. Et si vous réfléchissiez bien à ça, en fait, ben, la blockchain, c'est juste un grand livre de compte distribué, sécurisé, que personne ne peut réécrire. Et donc voilà, une blockchain, c'est juste des pages de livres de compte liées les unes aux autres, de manière sécurisée. Et donc c'est ça qu'on appelle blockchain. Mais une fois qu'on a fait ça, on peut faire plein d'applications possibles. Mais il faut se poser la question, qui écrit ces pages-là?
Ben, en Bitcoin, c'est des mineurs. Dans blockchain, il y a plusieurs possibilités. Qui écrit les pages de compte? Ben, pour éviter de dépenser l'argent, on fait un consensus. Nous, bureau de l'association Matansen, on va valider les transactions de nos adhérents Matansen. Et donc, on se réunit et on vote. Est-ce qu'on veut que cette transaction soit valide? Oui. On lève tous la main, tout le monde a voté, c'est validé. Donc, pour valider, soit on fait des calculs, soit on fait un consensus entre plusieurs participants. Donc ça, c'est une possibilité. Et du coup, ça va très vite. Il suffit que les gens soient là et répondent. Alors, les consensus, on peut en faire plusieurs types. Privé, qu'entre nous. Public, comme avec Bitcoin. C'est-à-dire que n'importe qui peut voter. Donc, voter en Bitcoin, c'est quoi? Celui qui trouve la pépite, c'est comme s'il votait et il écrivait la page. Ben, c'est la même chose. Là, en public, on va dire, le premier qui trouve le défi, il a le droit de vote, il vote ce qu'il veut, et il est sûr de gagner l'élection. C'est exactement ça. Et on peut imaginer des systèmes hybrides entre semi-public et semi-privé. Alors, petite application que j'aime bien, le MIT, Massachusetts Institute of Technology, un des grands laboratoires en informatique au monde, a proposé une application. De mettre les diplômes de leurs étudiants dans la blockchain. Parce que qui vous empêche de dire que vous êtes diplômé du MIT? Personne. Vous le mettez sur votre CV, vous allez passer les entretiens et tout va bien. Ouais, il faut un diplôme. Ok, vous prenez votre imprimante, un petit coup de Photoshop, et vous imprimez un diplôme qui est plus joli que celui du MIT. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour éviter ça, le MIT met tous les diplômes de ses étudiants sur la blockchain. Donc le MIT fait une transaction en disant Léo a obtenu le diplôme du MIT, le met sur la blockchain, et comme ça, chaque étudiant peut mettre allez voir sur la blockchain, à tel numéro de bloc, il y a bien mon nom, et c'est bien signé par le MIT. Donc chaque étudiant a le moyen de prouver que le MIT a bien écrit sur le registre distribué le numéro du diplôme. Donc pour moi, c'est une application que je trouve très intéressante de la technologie blockchain. Tout ça est distribué, décentralisé. Donc on fait confiance à personne, mais on fait confiance à tout le monde. Donc je trouve ça une application très très intéressante. Avec des collègues à Clermont-Ferrand, on travaille sur Auctionity, un système de vente aux enchères qui permet de faire des ventes aux enchères en utilisant la technologie blockchain. Et de ne pas faire confiance à eBay ou à un autre organisme. Parce que quand vous enchérissez sur eBay, qui vous dit que vous avez gagné? Ou qui vous dit quand vous avez perdu qu'il y a quelqu'un d'autre qui a enchéri plus? Personne. Vous faites confiance à eBay. Donc si vous voulez plus faire confiance à eBay, il faut faire un système décentralisé qui est basé sur la blockchain, ce qu'on a développé avec des collègues à Clermont-Ferrand. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter cet ouvrage que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies. Je serai ravi de répondre à vos questions. Oui? Merci. J'espère que vous avez compris quelque chose. Parce que c'est pas forcément facile. Oui? Quand les récompenses seront devenues minuscules, qu'est-ce que les gens vont continuer? Alors c'est déjà le cas. Pour les gens qui minent, c'est trop petit. Donc ils ne sont plus d'accord. Et donc, ils ont fait exactement ce que fait la banque. Qu'est-ce qui se passe quand vous voulez faire un virement à l'étranger, votre banque vous demande des frais de transaction? Et bien là, les mineurs n'acceptent que les transactions dans lesquelles il y a un pourcentage de la transaction qui leur est attribué. Donc dès aujourd'hui, si vous faites une transaction et que vous mettez 0 frais de transaction pour celui qui va trouver la pépite, votre transaction ne passera jamais. Il y a 3 ans, elle est passée, alors aujourd'hui, elle ne passe plus. Donc à chaque fois, vous êtes obligé de mettre des frais de transaction pour récompenser qui? Le mineur, c'est-à-dire celui qui va écrire votre transaction dans le registre distribué. Et donc les frais de transaction vont faire qu'augmenter. À l'heure actuelle, ils sont de quelques satoshi. Peut-être qu'un jour, ils seront de quelques bitcoins. Je ne peux pas prédire l'avenir. C'est bon? Vous avez compris? Quand la récompense sera virtuellement 0, on peut estimer que ça soit stabilisé ou pas. C'est les mineurs qui décideront. Donc je ne sais pas. Mais il y a
on peut espérer que ça soit stabilisé, mais je ne suis pas. Autre question? Oui. Alors IBM se sont positionnés pour faire des choses et ils ont fait IBM Trust Food. Donc ils ont fait une blockchain pour valider la chaîne alimentaire. Donc à chaque fois qu'une personne traite un produit, il le inscrit dans la blockchain ce qu'il a reçu et il inscrit dans la blockchain ce qu'il a fait. Donc ça permet de faire la traçabilité des aliments. Et donc grâce à ça, on va pouvoir être sûr que les registres des gens de la chaîne alimentaire ne sont pas falsifiés. Parce que si vous avez un contrôle aujourd'hui, vous ne pouvez pas mentir que ce que vous avez fait il y a 2 ans, c'était faux. Ben là, c'est validé dans la blockchain par un consensus de personnes. Ouais. Par un consensus IBM ou un consensus de personnes qui ont des intérêts différents dans cette chaîne. Voilà comment ça fonctionne. Et il propose aussi IBM Hyperledger Fabric, qui est un code qui permet à qui connaît un peu l'informatique, de créer sa propre application blockchain. De très très bonnes questions, merci. Oui. Est-ce que vous avez présenté la presse sur MIT, Diploma et sur Oui. Pour les ventes aux enchères, oui. c'est validé par Alors, dans le diplôme de MIT, c'est validé par la blockchain Bitcoin. Donc c'est fait par des gens qui minent. Donc le diplôme, c'est une transaction. Et dans une transaction, ils ont mis tous les numéros de diplôme. Donc ils se donnent une pièce à eux-mêmes. Et dans cette transaction, ils ont mis tous les numéros des diplômes. Donc ça, c'est basé sur Bitcoin. Et de l'autre côté, c'est aussi une preuve de travail, mais quelque chose d'hybride. Mais ça, on peut le changer un peu quand on peut se mettre d'accord sur ce qu'on a envie. L'énergie est un vrai problème dans Bitcoin, oui. On cherche tous à aller à faire proposer des mécanismes plus rapides. Et avec mes collègues à Clermont-Ferrand, on est en train de travailler sur une solution pour diminuer le coût en énergie. même en dehors du Bitcoin, Oui, donc on est en train de voir si on peut pas faire quelque chose qui soit long et difficile, mais qu'on puisse pas paralléliser. Pour pas... Parce que si on avait tous un petit ordinateur, ça irait, mais si on a tous des centaines de petits ordinateurs, ça consomme trop, en fait. Donc on essaye d'éviter que ça soit paralysable. Et donc il y a des fonctions cryptographiques qui permettent d'éviter ça. Et on essaye de les appliquer pour faire un système plus écologique. Si je peux me permettre. Très bien. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième conférence.